Il se fait appeler le Digital Wizard, un surnom qui lui colle parfaitement parce qu'il a le skillset pour transformer des campagnes publicitaires en systèmes qui impriment de l'argent. Depuis 6 ans, il est dans la Wi-Fi Money Game, il est expert en acquisition client et en automatisation AI. Il a aidé plus de 300 entreprises à scaler leurs résultats. Fondateur de TPS Digital Service, il a construit son empire après une faillite. Son agence tourne autour de 100 000 cash par mois avec des marges solides. Il a bossé sur des projets qui ont marqué le marché québécois, Zardo Cards, Fabrice Maillardet, Walken, Coach Sonia, Ad Engine de Justin Lalonde qu'on a eu la chance de recevoir sur ce podcast. Zach, c'est un stratège, un technicien et un créatif à la fois, un profil complet qui incarne la nouvelle génération d'entrepreneurs canadiens dans le digital. Bienvenue dans le podcast à toi, Zachary Perron, le Digital Wizard. Aïe, tu veux faire un check? Tu m'as dit un check au début. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Fraîchement revenu du Mexique? Fraîchement revenu du Mexique. Raconte-nous tout ça, la vie de Digital Wizard au Mexique. Ben, on est arrivé là, c'était avec un de mes amis, Gabriel Vincent, qui fait du coaching en ligne aussi pour les fitness coaches, etc. Puis on avait un groupe, justement avec Fabrice, puis tous ces gars-là. Puis ça faisait des semaines et des semaines que ça se parlait. On va-tu là, on book ça, on book ça. Puis personne faisait vraiment le move. Fait qu'on était amené chez Simon, un de mes partenaires, toute la gang. Puis il y avait Gab puis moi qui se ramassaient sur le balcon. Puis on était genre, ah ouais, on le fait juste nous deux. On book tout seul. Puis on a booké un mois à Tulum, puis les gens ont commencé à nous rejoindre par la suite. Okay. Quand que lui est reparti au Québec, moi je suis resté parce que j'avais un de mes clients qui sous-louait mon appartement. Fait que plus j'ai ramené des leads dans la région de Québec, plus il restait. Donc je suis resté le mois d'octobre, le mois de novembre, puis pour le temps des fêtes, je suis revenu. Ok, magnifique. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi rapidement. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça. Moi, je t'ai connu à la conf de Fabrice, au Closers. On s'était rencontrés au repas VIP. Je t'avais rencontré là-bas et après, tu avais fait ton speech. Ouais, au super VIP, exact. Là. Bah, raconte un peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais? Mon nom, c'est Zach. Ça fait faire depuis 6 ans que je travaille dans tout ce qui est en ligne, on pourrait dire. Là. Donc, e-com, ads, automation. Puis depuis les 3 dernières années, j'ai eu beaucoup de changements dans ma carrière. J'ai fait beaucoup de pivots sur ce que je faisais vraiment, puis sur où ce que je m'alignais. J'ai des clients que ça fait depuis plus que 6 ans que j'ai gardé dans le e-com side, fait que je suis pas mal plus dans le e-com ces temps-ci. Mais tout ce qui est automation, AI, c'est vraiment là-dessus qu'on se focus pour toute l'agence en ce moment. Fait que scaler des opérations avec des systèmes où on va tuer des employés, tuer des salaires, couper des coûts, puis arriver puis faire augmenter les profits, augmenter les rapidités d'efficacité des tâches, etc. On va arriver dans un SOP, on va regarder tout ce qui se passe, puis on va regarder tout ce qui peut être automatisé à travers les opportunités d'automation dans chaque étape. OK, ben il y a 12 nodes qui se parlent ici de elle qui envoie un email à lui, qui envoie un truc à lui, fait que ça peut être automatisé. OK, ça va être un podcast technique. Ben, technique, on pourrait aller vraiment dans tout, là. On pourrait aller dans on va y aller parce que moi, c'est des sujets que j'ai en cours et je pense que on va aller dans la technique. Et ça devient de plus en plus relevant en ce moment de parler de ça parce que les gens, ils s'informent beaucoup plus sur N8N, sur les outils pour le AI, etc. Fait que je pense que plus que des gens vont être au courant de comment ça fonctionne, ben, il va y avoir de moins en moins de jobs sur le marché, mais ça va être juste les restants, les digital wizards qui vont maîtriser le tout. Là. Ouais. On prépare un très gros lancement en France là-dessus. On n'en parlera pas parce qu'on peut pas, mais beaucoup de personnes vont être au courant, exactement. Dis-nous un peu comment tu as commencé à rentrer dans le digital. C'est quoi ton parcours? Tu as commencé en tant que média buyer? On peut dire ça. Mettons, moi, j'ai commencé dans le dropshipping. Fait que c'était vraiment comme tout le monde, là, checker de YouTube. J'ai commencé avec des sacs à dos rechargeables. Vous voyez ce que je veux dire, les sacs à dos avec les plugs? Là? Ouais, 100%. La première fois, je me faisais faire des commandes worldwide, je me faisais faire des chargebacks, je connaissais rien de ça. Okay. On parle de 2018, là. Fait que ça commence il y a plus que 6 ans, mais ça, c'est quand je démarrais pour le test. Là. J'ai fait une dizaine de e-com sites, une dizaine de Shopify avant qu'il y en ait un qui pète. On parle de décembre 2019 ici. Là. C'était Cloud Tees. Cloud Tees, c'était un site web où je revendais des t-shirts de rappers. Mais genre Travis Scott, A$AP Rocky, mais version vintage. Ils faisaient pas ça, ce merch-là n'existait pas de leur côté, il fallait que tu le trouves en ligne différemment. Puis ça l'a bien roulé. Je faisais des journées à 500 000 $, tout ça. J'étais comme, OK, ça roule. Là. Puis j'avais juste 19 ans à ce moment-là. Okay. Et en même temps, je travaillais comme livreur de poulet à une rôtisserie. Okay. Puis c'est là que la COVID est arrivée. Fait que là, j'habite chez mes parents. Mon père, il se rend compte que je touche 25 poignées de porte par jour. Appelle mon boss, il dit, Zach, rentre plus travailler, c'est fini. Fait que là, je me ramasse à 19 ans, plus de job, avec un site web qui fait 500 $, 1000 $ par jour. Puis I gotta make it out. Puis c'est là que ça a commencé à scaler. J'ai commencé à faire des bonnes ventes. Puis là, tout à coup, bam, je reçois un DMCA notice de la part de l'équipe de Travis Scott chez UMG qui me dit, tu dois cesser tes activités, sinon on shut down tout. Fait que là, j'arrête le site web, puis j'en repars un autre. Creator Lights. Ça, c'était des LED strip lights, là, tu sais, ce qui se trouve au-dessus des chambres, là. Ouais. Ça a défoncé le marché aussi. C'était vraiment cool. Ça a vraiment marché. On faisait des journées, encore une fois, à 1500, 1000 $ par jour. Combien de marge t'avais là-dessus?
Là-dessus, on faisait du 20 OK. Fait que ça, c'était bon parce qu'on avait les cost of goods, on avait les cost of ads, puis on avait tout le côté des self-storage, etc. Fait que c'était quand même bien. Jusqu'au jour où est-ce que Trump met un embargo sur tous les avions provenant de la Chine. Oui. Fait que là, tu te ramasses avec 200 commandes en fulfillment qui vont jamais se rendre chez le client. OK. T'arrêtes les pubs, puis là, le monde commence à rentrer des emails sur « Et où ma commande? 2 semaines. Et où ma commande? 3 semaines. Et où ma commande? » Fait que là, t'as payé les pubs, t'as payé les shipping, puis là, il faut que tu les rembourses. Fait que là, je commence à lose a lot of money on this project. Puis c'est en même temps que mes amis ont un vintage store de vêtements, là. Puis ils me demandent de l'aide pour leur Shopify. Fait que je les aide. Puis pendant que je travaille sur leur Shopify, je me rends compte que un des deux partners vole l'autre depuis 1 an. Je le montre à mon père. Mon père est CFO, il check les dossiers. Il y a environ 12 000 qui manquent sur l'année. Je le montre aux deux partners, la chicane pogne. Un des deux vient avec moi et on fait une business ensemble. Puis c'est là qu'on a parti Road Thrift, un autre e-commerce de vintage. Okay. Puis ça, on l'a défoncé bien raide. Au Québec? Au Québec, c'était à Saint-Bruno, on avait un magasin. Montréal, on avait un magasin. Sherbrooke, on avait un magasin. Granby, on avait un magasin. Puis au Canada, on avait un site en ligne qui roulait bien. Voilà. Puis sinon, ça, c'était vraiment mes débuts e-com. J'avais beaucoup d'amis de la famille qui contactaient mes parents, genre « Hey, ton fils fait-tu encore ça? » Je commençais de même. Mais mon vrai breakthrough, c'est quand Luja de Central m'a contacté. Lui m'a contacté 2 heures le matin, random. « Tu fais-tu encore des ads, toi? Tu veux-tu gérer 1000$ par mois? » Ça, c'était mon plus gros budget ever. Là. On était en janvier 2020, puis je me rappelle, all right, on peut essayer ça. Puis il faisait genre 5000$ par mois, 10 000$ par mois. En 3 mois, il faisait 150 000, 200 000, puis j'avais un pourcentage de ses revenus. Fait que c'est là que j'ai commencé à comprendre le monde du rev share. OK. Puis c'est le même que j'ai bâti mon affaire. OK, trop bien. Et donc, du coup, maintenant, tu es en... Alors, raconte-nous, parle-nous de Third Party. Tu l'as cité, là, ou pas? Third Party Studio, c'est l'agence que j'ai fondée quand que tout ça se passait. Fait que là, je commence à avoir tous mes projets personnels qui roulent avec les clients, puis je suis comme, il me faut d'autres mondes avec moi. OK. Fait que un de mes amis qui faisait de la vidéo de son côté, pour des équipes de hockey, puis il était à la télévision, à TVA, tout ça, il faisait des campagnes, mais pas des campagnes, c'était des vidéos pour les réseaux sociaux. C'était pas des publicités, rien. J'ai dit, voici comment ça fonctionne le monde des ads. Des vidéos que tu fais avec 500 impressions, 1000 impressions sur tes pages organiques. On fait la même chose pour des publicités, puis on va gagner des centaines de milliers de vues dessus, puis ça va faire des ventes, tout ça. Fait que lui a commencé à rejoindre l'équipe comme étant le content creator du côté vidéo. Mathieu venait de finir de graduer le graphisme, fait qu'elle lui a rejoint en tant que graphiste. Et donc, du coup, là, tu as fait... tu parles de faillite. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux en dire rapidement? On a scalé très rapidement. On s'est rendu à 25 employés. C'était tous des amis, des connaissances. Comment vous faisiez votre acquisition? C'était le... Bouche-oreille, Day One. Okay. Dans ma vie au complet, en 6 ans, j'ai dû spend 5 000$ en ad spend, on my own. Ouais. Genre sur mon propre nom. Ouais, OK. Mais bouche-oreille depuis le début. Fait que c'est certain que dans Granby, c'est une petite ville. Il y a 4 agences. Quand tu as une gang de 20 jeunes qui connaissent plus le game que les vieux de 40 ans, ben on prend tout le marché vite. Okay. Puis ça est devenu assez boring parce que c'est Granby, tu sais, c'est pas grand-chose. Fait que, bref, au niveau de la faillite, c'était vraiment de la malgérance. C'était vraiment de la jeunesse. C'était vraiment de la mauvaise comptabilité. C'était beaucoup de ma faute. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'avec les 4 partners, on s'est séparés. Puis j'ai dû renvoyer presque tout le monde de l'équipe parce que je faisais pas de profit. On faisait du $1 million par année de revenus. Je payais tout le monde 40 heures semaine no matter what, puis ça travaillait des 10, 15, 20 heures. C'était tous des amis, c'était un boys club. Tu rentrais dans le bureau, là, c'était comme... C'était Wolf of Wall Street, là. Tu sais, les scènes où tu as les singes qui passent, puis les filles, puis tout. C'était le bureau. Fait que $1 million de revenus, arrivé à la fin de l'année. Et ton père est CFO, t'as dit? Ouais, mon père... Tu l'as pas mis aux commandes de la... Mon père a eu plein d'agences, tout ça, puis lui, il me l'a toujours dit. Okay. Il me le disait, ça va arriver. Il est rentré dans mon bureau en août. Il est rentré dans mon bureau en août 2022. Il est sorti du bureau, il a dit, il est resté pendant le mois complet. Tu dois renvoyer 7 personnes, tu fais faillite. Puis en septembre, j'ai renvoyé tout le monde. J'ai gardé 3 personnes. J'ai gardé Charlot, Hugo et Mathieu. Mais il y en avait beaucoup là-dedans qui avaient quitté par Omar, par Loïc. C'était comme, ça part avec ses amis, on avait 20 ans, 21 ans. Mais ça m'a fait beaucoup apprendre. J'ai scalé beaucoup de comptes en faisant ça. J'ai eu beaucoup de clients. Okay. Puis c'était surtout la gestion d'équipe, la gestion de... C'est un big deal quand même avoir 25 personnes puis pas faire de profit parce qu'à la fin de la journée, tu apprends 25 fois plus vite. Là. Okay. Et tu avais une vocation à revendre ou non, tu pensais même pas? Non, ce qui s'est passé, c'est vraiment... J'étais parti en voyage, puis à un moment donné, mes clients ont tous commencé à recevoir des lettres du gouvernement qui disaient comme quoi je devais 250 000 $. Au Québec, ouais, ils préviennent tes clients? Ils ont envoyé des lettres à tous mes clients. Tous ceux qui avaient envoyé de l'argent. Pour qui fait ça? Gouvernement, le Revenu Québec. OK. Tous ceux qui m'avaient envoyé de l'argent, ils ont envoyé une lettre à eux autres.
Puis C'est fou, ça. ce qui s'est passé, c'est qu'il avait estimé 6 mois de revenus, 6 mois que j'avais pas déclaré avec mes 25 employés normalement. Fait qu'en fait, normalement, il dépense ça, fait qu'on va faire 6 mois qu'il n'a pas déclaré comme ça. Mes comptables m'ont checké, ça a fait 45 000 $. Le vrai côté de la fête, c'était le feu. Quand on a pogné en feu avec notre bâtisse de magasin, là, c'est là où on n'était pas assuré. Puis on a dû pogner le hit. Ça, on a tout mis ensemble. Les comptables ont mis genre une fête de 400 000 $. Je me suis reparti le lendemain, puis on est rendu qu'on fait du profit maintenant. La business roule. Okay. On a 12 équipes, on a 12 membres dans l'équipe. Fait que ça va bien. OK. Et donc là, maintenant, le nouveau nom, c'est TPS? TPS Digital Services. OK. Donc là, tu as clean up tout ça. Tu es à Montréal? Ben, on fait beaucoup d'affaires à Montréal, à Québec, encore à Granby un peu. Okay. Des compagnies à Sherbrooke aussi. On est pas mal Québec-wide. Là. OK. Et t'as des employés offshore ou t'es tout Canada? On peut dire. C'est juste qu'en ce moment, mettons, on a 8 membres, 9 membres qui sont québécois. Puis on aurait 3, 4 membres qui sont offshore, qui sont des devs temps plein, qui travaillent sur nos projets comme notre SaaS ou nos clients ou des affaires de même. Ils sont où? Maroc, Pakistan, Bangladesh. Okay. On a une team de 6 Béninois qui font que du support client au téléphone pour un client qui fait du IPTV. Fait que les espèces de Chromecast là, que tu jailbreak. Ouais, 100%. Et ça, c'est plein de boomers. C'est plein de boomers qui achètent ça. Fait que hey, moi, HDMI marche pas. Okay. Le monsieur, il roule. Fait qu'il voulait plus passer 12 heures par jour au téléphone. On lui a mis un gars, ça fait 3 ans qu'il travaille là, ils sont rendus 6 full-time, une maison, puis ils sont 6 Béninois. OK, et ils font que du... Ouais. Trop bien. Je peux mettre une image aussi, si tu veux. Là. Trop bien. Moi, j'ai embauché un gars du Bénin aujourd'hui aussi, également, un funnel builder très très fort qui a fait que de m'envoyer des messages, et là, c'était le moment, on avait un besoin, et le gars est trop fort, quoi. Et le Bénin, ils sont franglais, fait ils peuvent parler français et anglais, donc c'est parfait, c'est bilingue, puis ils sont quand même bons. Trop chaud. Ils sont vraiment bons. Trop compétents, quoi. Mais non, la plupart sont québécois, nos employés. Okay. J'ai mis un post d'ailleurs dans la voiture en venant. J'ai eu 2-3 mauvaises expériences là récemment avec du manque de rigueur sur des gros projets très importants. Et en fait, c'est des mecs qui gagnent... tu sais, c'est des digital wizards. On va en parler juste après là, mais c'est des mecs qui sont au Paraguay, dans des pays où ça coûte pas cher. Tu sais, ils gagnent 5-6 000 €, donc 8 000 $. Et ils font pas le taf, tu vois. Alors que tu vas prendre des mecs au Bénin. Un mec au Bénin, tu le payes 6 000 $. Il gagne plus que le président. Tu sais, il y a souvent les trends sur TikTok de Indian Method, là. Les gens qui vont dire qu'ils font 11 000 $ puis qu'ils payent leur gars un sac de riz. Là. Ouais. C'est pas exactement comme ça que nous, on le fait. Tu sais, la vraie façon de le faire, mettons, tu vas sur Upwork, Fiverr, tous les jobs que tu peux trouver en ligne avec des sous-traitants qui sont offshore, 1% vont être sur la coche. Tu vas passer à travers 100 gigs, tu vas passer à travers 100 listings, tu vas en communiquer 50, il y en a 20 qui vont te répondre, tu vas en meet une dizaine, tu vas en tester 3, 4, puis il y en a juste un que tu vas garder là-dedans. Puis souvent, ces gens-là, il faut que tu les gardes longtemps, puis faut que si tu leur donnes un peu plus que ce qu'ils demandent, they're gonna work 12 hours a day, they're never gonna leave you, puis whatever, genre, they're never gonna leave you. Mais tu peux les payer même 2 fois plus. Hein. Ouais, tu vois, il y en a un qu'on a commencé, il chargeait 2 piastres de l'heure. Aujourd'hui, il est rendu à 8 piastres de l'heure. C'est fuck all aussi. Mais pour lui, là-bas, il y a des lunettes Gucci, là. Sa famille, elle mange au complet parfaitement. Je veux dire, au Pakistan et au Bangladesh, c'est pas dur d'avoir une bonne qualité de vie quand tu reçois 1 million de roupies par mois, là. Ouais, Pakistan, c'est encore... Tu les payes comment en crypto? Wise. OK. Raconte-nous un peu la vision Digital Wizards. T'es connu pour ça. T'as ta brand là-dessus. Enfin, moi, je sais que ça m'a bien catché parce que je comprends totalement ce truc-là. Et l'année prochaine, je rentre en Digital Wizard avec ma femme. On quitte le Québec, on va se balader. Et ça va être ça. Moi, j'ai besoin de mon PC et rien d'autre. À chaque fois, je dis tout le temps ça. Ma femme, elle va s'occuper de toute la partie organisation. Et moi, je lui ai juste dit, la seule chose que tu as à faire, c'est que j'ai un bureau et une connexion Wi-Fi. Le reste, on va où tu veux, quand tu veux. C'est toi qui décides. Il y a une nuance à faire entre Digital Nomad et Digital Wizard. Okay. Digital Nomad, c'est un mot qui est très, très répandu, qui est très connu. La plupart des gens qui font du Digital Nomad peuvent faire n'importe quel type de remote work qui se fait avec un ordinateur. Le Digital Wizard, c'est plus comme pour remplacer le rôle du media buyer. Okay. Tout le monde sait que le media buying va die off within the couple months coming near. Puis, dans tous les sens, ça ne veut pas dire que les gens vont avoir besoin d'arrêter de faire des campagnes marketing ou de faire de l'acquisition client. Ça veut juste dire qu'il va y avoir moins de ce besoin-là au niveau de la tâche de faire l'entrée de données dans le Meta Ads. Ouais. Fait, comment est-ce que tu fais en tant que media buyer pour te rechanger, pour t'adapter? Ben, c'est là qu'il faut que tu apprennes toutes les solutions comme le vibe coding, les automations, les AI agents, tout ce qui est par rapport au back-end, au front-end. Tu n'as pas besoin d'être un gars qui a fait 5 ans à l'université pour apprendre tout ça. Tout ce que tu as besoin d'avoir, c'est un peu la base surtout pour que tu puisses arriver sur un mandat puis dire, OK, je comprends exactement c'est quoi la business, la problématique, où est-ce que ça rentre, où est-ce que ça sort, puis je peux faire l'entièreté de ce qui se trouve au global autour de ça, pas juste
la publicité. Tu peux arriver à faire, OK, on va faire comment est-ce que le contenu va être fait, comment est-ce que la publicité va être faite, comment est-ce que le tracking va être fait, comment est-ce qu'après ça, tout va se faire sur le front-end, après ça, comment est-ce que les automations du front-end vont se rendre dans le CRM, dans le back-end, dans les automations de nurturing. Les media buyers ne sont pas tous calés dans tous ces domaines-là. Il y en a beaucoup des media buyers qui sont excellents sur le Ads Manager and nothing else, really. Fait que le Digital Wizard, c'est vraiment le rôle qui peut faire plus que juste du media buying. C'est tout ce qui se trouve autour de ça. OK. Ouais, tu parles souvent dans ton contenu, c'est sales, marketing et tech. C'est ce que tu dis. Enfin, ça, c'est 3 trucs. Et en fait, tu es un peu le seul à parler de ça. Moi, par exemple, sur les sujets qu'on a actuellement en tech, on a du mal à trouver. Il me faut un Digital Wizard actuellement. Et j'ai vraiment du mal. Je t'avais contacté d'ailleurs, je crois, il me semble. Ouais. En fait, c'est cette personne-là qu'on a recruté une personne et putain, ça tient pas la route, quoi. Ça tient pas la route. Et les questions de AI agent, de comment tu vas qualifier tes leads, comment tu vas les mettre dans le pipe, comment tu les prends en sales call, comment derrière tu agrèges cette donnée-là pour le marketing, pour qu'il y ait une évolution et que ça scale proprement et fortement, parce qu'on a tout entre les mains, en fait. Et tu as tellement d'outils, tu te perds et il y a très peu de personnes qui arrivent à connecter l'ensemble pour faire un tout qui fasse du sens. Et toi, le Digital Wizard, du coup, c'est ça, c'est la personne qui a cette vision d'ensemble. C'est un peu un gestionnaire de projet digital, d'acquisition. Un gestionnaire de projet, c'est quelque chose que je considère très, très dur à qualifier comme Digital Wizard parce que ces gens sont très, très organisés sur le projet en ensemble, qui va faire quoi, etc. Je me considère autant comme un project manager que comme un Digital Wizard. Le Digital Wizard, c'est plus la personne qui va être en train de faire cette tâche-là, d'automatiser le point A au point B. Moi, je suis souvent arrivé sur des calls avec des clients, puis je vais comprendre leur situation. Je vais toute la Miro map, je vais toute la mettre sur un map Miro. Ouais. Après ça, je finis le call, je m'en vais voir ma team, je leur montre le Miro map, voici ce qui va se passer de où à gauche ça va rentrer. Puis il y en a un qui va faire son N8N, un qui va faire son front-end, un qui va faire son C, puis ils vont tous travailler ensemble pour le finir ensemble. Puis c'est tous des Digital Wizards. Ils vont avoir 60% de skills sur un truc, 40% là, 20% là, mais c'est la même chose pour l'autre sur d'autres skills différents. Puis quand tu parles de recherche de Digital Wizard, il y a beaucoup de gens qui contactent pour trouver des techniciens technologiques sur les solutions comme GuiLevel, Miro, Make, etc. On fait affaire avec Benji Films en ce moment. On a aidé Justin Lalonde pour son Ad Engine. J'ai des gens comme Charles Ackman qui me contactent pour demander des wizards. Toi également. Le problème avec ça, c'est de placer des gens qui vont être dédiés à 100%. Parce que le problème, c'est que les gens qui vont demander des Digital Wizards expectent un employé, expectent quelqu'un qui va être 150 heures par mois. Tandis qu'un Digital Wizard, si c'est payé uniquement à l'heure, le problème, c'est que ça devient pas... Il y a un cap, il y a une limite. C'est pour ça que nous, ce qu'on va souvent faire, c'est qu'on va charger à la valeur de ce que ça rapporte d'avoir l'automation. Ouais, ça, c'est un très bon point. J'ai eu cette discussion souvent. Tu n'as pas d'équivalent temps plein possible pour ce genre de travail parce que la personne, elle n'est pas en heures. Si elle est très bonne, ce que tu expectes en 35 heures, potentiellement, elle peut te le faire en 30 minutes. Et c'est OK, tu vois. Exact. On travaille pour l'équipe de Charles Sirène puis d'Olivier Saint-Pierre en ce moment, puis eux, ils ont une team de 15 vendeurs. 15 vendeurs dans un groupe Slack, puis à chaque jour, ils drop. Oh mon Dieu, cette notification-là marche pas, ce lien-là marche pas, ce booking link-là marche pas. Puis il y en a sûrement un ou deux là-dedans qui a passé 30 minutes, 1 heure à essayer de le fixer, puis il n'est pas arrivé avant de le faire texter. Tandis que nous, on va arriver, puis en 15-20 secondes, ça va être fixe. Fait que la perception de la lourdeur de l'erreur est beaucoup plus haute pour le client, tandis que pour le Digital Wizard qui l'a réglé 50 fois, pour lui, c'est un truc de plus. Là. Comment tu cales tes offres en valeur perçue sur le client pour ça? Est-ce que tu lui dis genre, OK, t'as ce problème-là, combien il te coûte? Combien t'es prêt à payer pour le résoudre? Et tu mets pas de notion de temps derrière? Je gamble beaucoup. OK. Je gamble beaucoup. Ça va dépendre sur quel genre de deal. Fait que mettons un deal où on construit un système. Ça va être plus straightforward. Il va souvent avoir des projets où ça va être 50% au début, 50% à la fin. That's it, avec un monthly pour le upkeep puis la maintenance. Il va y avoir des projets où ça va être différent, comme par exemple Benji. Benji va arriver puis il va demander « J'ai besoin d'avoir quelqu'un dans mon équipe qui s'occupe de faire des automations pour moi. » Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y placer quelqu'un chez lui jusqu'à 25 heures par mois, avec jusqu'à 3 nouveaux workflows. Mais on va work sur les fixes, les troubleshooting, etc. Il peut l'avoir sur un call 2-3 heures s'il veut, jusqu'à 25 heures par mois. Puis ça va être un flat rate. Mais ce flat rate-là va être beaucoup plus dispendieux que s'il payait un graphic designer à 100$ de l'heure. Parce que la différence, c'est que là, c'est pas une question d'heure, c'est une question de hey, j'ai une idée, il faut que ça fasse ça, il faut que ça fasse ça, il faut que ça fasse ça, il faut que ça fasse ça. Dans sa tête, c'est une idée à 15 000$, mais nous, on peut le faire en 3 heures. Mais il paye un flat rate. T'sais. OK, tu viens nourrir la créativité des entrepreneurs et tu viens en fait combler ce gap. Ce qui est vachement bien. Moi, j'ai ce truc-là.
Genre, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui fasse ce genre de truc, pour moi. C'est trop important. Tu sais, t'as des trucs qui se connectent entre eux et tout, tu le vois, mais déjà, moi, j'ai pas le temps de le faire. J'ai pas forcément la compétence. Je vais perdre beaucoup, beaucoup de temps. Si t'as quelqu'un qui est capable... Vous êtes force de proposition aussi, ou c'est que c'est des exécutants? Force de proposition, qu'est-ce que tu Ça faisais veut par dire, là? t'analyses le Miro, et tu dis, ah les gars, là, vous avez une route, si vous faites ça, là, vous pétez les scores, tu vois. Ben, c'est exactement ça qu'on fait pour justement Charles. Dans ce cas-ci, Charles, on est arrivé ce mois-ci en novembre pour régler tout leur troubleshooting. Mais dans le mandat, en même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous leurs problèmes qu'on a fixés durant le mois à travers leurs automations. On miro un nouveau système qu'on voudrait build pour eux. Puis à la fin du mois, on arrive, on fait voici tout ce qu'on a fixé pour vous ce mois-ci. Voici, ça serait quoi la meilleure solution pour continuer de l'avant. Ça, c'est bon, ça. Fait que Ok. ça finit par être, ils payent pour le troubleshooting, puis à la fin de ça, il y a une offre pour avoir un système Megatron Transformer beaucoup plus fort. Là. Ok. C'est quoi vos tools avec lesquels vous travaillez le plus? N8N, Make.com, on va faire beaucoup de Supabase aussi. On va faire, tu sais, on a commencé à faire beaucoup de vibe coding, parce que ce que ça va permettre de faire, c'est que, par exemple, je suis sur un call avec un client, puis il me parle de son idée de projet, je prends le Fireflies, je copie-colle toute sa transcription. Pendant que j'y parle, je vais mettre ça sur mon chat GPT qui me crée un lovable prompt. Ça me fait mon lovable prompt, je le mets dans lovable. Ça fait 5 minutes qu'on se parle, je fais un partage d'écran, puis c'est de quoi qui est first draft. Oh my god, what the fuck. Une fois que ça c'est fait, on screenshot le truc, le designer va aller sur son Figma avec ce qu'on a prompté, faire des vrais quick touches de ce qu'on a vraiment besoin d'avoir pour pas que ça ait l'air d'un lovable. Après ça, c'est nos devs qui vont prendre ça, le mettre sur Cursor, pour pas que ce soit du lovable non plus, puis ça finit par être encore mieux. Mais ça part d'un projet sur lovable, puis c'est pas du tout la même chose à la fin, c'est tout différent. Là. Ouais, trop intéressant. Et t'as combien de... Donc, Digital Wizards, c'est quoi? C'est une académie, tu formes ces personnes-là? J'ai jamais poussé mon académie parce que les gens qui viennent se faire former par moi, ils me connaissent déjà. C'est surtout soit des clients que j'avais déjà qui viennent me voir qui me disent hey, je veux que tu formes mes employés à faire exactement ce que tu fais. Ou ça va être quelqu'un qui vient me voir puis qui fait déjà de la création de contenu dans son agence ou qui fait des sites web puis qui veut apprendre à faire plus. Ben ça, c'est le genre de gens qui vont venir me DM directement puis ils vont faire le programme Work en ligne. C'est un one-on-one de jusqu'à 12 semaines. Il n'y a pas vraiment de time frame, ça va être 1, 2, 3 heures par call. Puis, je veux dire, je suis assis devant lui, on est sur son ads account, puis on est en temps réel, on fait des trucs ensemble, puis c'est custom, là. C'est vraiment pas un vidéo recordé ou quoi que ce soit. Fait que j'ai pas quelque chose en masse où je fais ça à tout le monde, mais c'est ça que je planifie faire avec mon nouveau Discord, là. Avoir vraiment des live streams où je suis en train de travailler en temps réel devant du monde, puis apprendre comment faire ça. C'est le projet Work en ligne? Work en ligne, exact. Ok. Parlons de quelques réussites clients. Avant de commencer le podcast, on a parlé de liquidation de luxe. Liquidation de luxe? J'aimerais bien que tu me parles un peu de tes réussites. Je parle de liquidation de luxe parce que je suis client là-bas. Et j'ai vu dans le formulaire de préparation que tu avais mis ça, c'est assez intéressant. C'est ce que je te disais en off, c'est la seule... Bon, j'ai pas eu de réponse, mais c'est la seule personne où j'ai répondu aux séquences mail marketing en disant les gars, c'est un super travail, le marketing est bon. J'ai dépensé, je pense, $4,000 chez eux. 4,000$ chez liquidation de luxe? Bah, j'ai acheté un canapé, j'ai acheté... Un tabouret, tu m'as dit aussi. J'ai acheté 2 fauteuils. Non, peut-être 4 000, j'abuse un peu, peut-être plus 3 000. Le canapé 1 700. J'ai acheté 2 chaises. Et je vais continuer à acheter, c'est trop bien. La qualité est bonne, le design est bon, les prix sont bons. Tu sais, quand je parle de gamble, c'est exactement ce genre de deal. Là. Okay. Parce que je fais affaire avec un de mes partenaires qui est un white label partner. On aide d'autres agences à livrer les services de Digital Wizardry sous leur nom. Fait qu'on a leur courriel à commercial avec leur nom d'agence, puis on travaille dans leur agence pour faire ça. Puis il m'a dit « Hey, faut que je te présente Antoine. » Puis Antoine, c'est un entrepreneur de 20 ans. Il y avait déjà un commerce qui existait depuis longtemps dans le meuble avec d'autres partenaires. Puis ça allait moyen avec ses partenaires. On s'est rencontrés, on est allés souper ensemble, puis on a jasé pendant longtemps, une bonne heure. Puis il m'a demandé si tu avais à refaire un projet dans le meuble, juste un projet dans le meuble, ça serait quoi, puis comment tu le ferais? Ce que j'ai répondu, c'est je ferais un e-com qui revend des dupes de Togo. Tu sais, les sofas de Togo, là, c'est genre un peu de designer vibe. J'ai vu un de ses contenus où il en parle. Exact. Okay. Les Togo, veux pas, peut-être que ça n'a pas l'air, là, mais c'est le sofa le plus en demande, au pire, dans le monde. Ouais, c'est un pouf. C'est un pouf, mais c'est un pouf qui vient de designer de ligne Rosette. C'est genre 5 000$ le pouf d'habitude. C'est absurde comme prix. Mais je sais qu'en Chine, il y en a plein qui vendent ça 200$, 300$ avec des cargos. On fait un site web qui revend des dupes. Puis quand je parle de gamble, ce qu'on va faire avec ce genre de deal-là, ça va être des deals où on va prendre un pourcentage au début jusqu'à rentabilité. Fait que dans son cas à lui, c'était une affaire comme un demi-million. Après ce demi-million-là, il y a un bonus cash qui rentre. Un chiffre d'affaires? Ouais. OK. Il y a un bonus cash qui rentre direct. Après ça,
le pourcentage double parce qu'on a atteint la rentabilité. Mais tu sais, ça veut dire aussi que les Digital Wizards, personne n'est payé à l'heure. Dans tous les projets qu'on a, personne n'est payé à l'heure. Tout le monde est payé un pourcentage de ce que nous, on facture chez TPS. Fait que c'est comme un peu le monde des closers, un peu, mais version wizardry. Ça, c'est fou, ça. Exact. Fait que tu sais, là, je parlais tantôt de rentabilité, pourquoi je suis rendu rentable. Mon système de compensation, puis là, je pense que je dis ça, mais je pense que c'est le plus tight de tous les systèmes de compensation que tu peux avoir dans une agence. Puis je l'ai mis en story une fois, puis j'ai vu tous les autres owners d'agences me dire que je payais trop. But I'm profitable right now, so I don't got nothing to say. Puis les gars dans l'équipe, la façon qu'ils sont payés, ça booste leur engagement, ça baisse le churn. Les gars, ils vont vouloir rester no matter what. Il n'y a pas une autre agence qui va pouvoir compétitionner avec le payout que je donne. Les gars vont se faire payer 40% de ce qu'ils génèrent. Donc, ça veut dire que dans un cas où est-ce que le client, il paye, je dis n'importe quoi, 1 000 $ par mois, 10 000 $ par mois. On va faire un contrat de 10 000 $ par mois. Sur 10 000 $ par mois, le client va payer, bien, il va avoir 4 000 $ qui est garanti à aller à la personne qui s'est occupée de faire ce 10 000 $ là pour le client. Après ça, il y a 20% du profit qui va rester, qui va aller directement à la team de management qui a fait que ce client-là était content et que ça a bien roulé. Donc, en brut, il reste toujours 48 pour payer les expenses de software, de ads, de tout ce qui reste après. Puis c'est là où c'est rendu beaucoup plus profitable parce que tu n'as plus personne qui est payé 40 heures semaine, no matter what, peu importe s'il y a des clients ou non. Là, les gars, ils sont payés 40%. Fait que s'ils sont à rev share sur le client, comme l'équitation de luxe, mais plus le client fait d'argent, plus la team fait d'argent. C'est directement lié. Et comment tu fais adhérer des freelances à ce modèle-là? C'est certain que c'est pas des débutants. C'est des gens qui s'en vont d'un monde payé à l'heure, qui s'en vont d'un monde où ce que, mettons, comment je pourrais dire ça, un graphiste qui fait juste des emails marketing puis qui se fait payer un montant fixe, that's one thing. Sauf que si je te dis, tu te fais payer plus selon ce que tes emails génèrent, ben là, il va faire 3 fois plus d'emails sans compter ses heures parce qu'il veut faire plus de cash pour lui et pour le client. Fait que c'est comme, les gars vont travailler beaucoup plus que 8 heures par jour. Ils vont travailler les fins de semaine, ils vont travailler le soir parce qu'ils veulent que les clients réussissent dans leur projet. Ok, super intéressant. Super intéressant. Et prenons l'exemple de liquidation de luxe. On mettra leur Instagram dans le podcast. Qu'est-ce que vous faites sur une brand comme ça? Vous faites que la tech, le marketing tech? Comment vous 1er juin, on a signé le deal. On avait 30 jours pour délivrer le site web. 1er juin 2025? Ouais. Non, c'est vrai? Ouais. Ok. Donc c'est que récent qu'ils ont cette qualité de marketing de distribution? Ouais. Ok. 1er juillet, c'est parti. Ils font la commandite de Elevate. Ouais, entre autres. Ouais, parce que moi j'étais dans le VIP, j'étais là, je fais tiens, je reconnais c'est Tog, c'est comment t'appelles ça, les poufs là, les Togo. Et je reconnais les Togo et tout. Et là je regarde, je fais ah putain, mais c'est liquidation de luxe. Je suis client, je suis allé voir Serujan, j'ai fait putain, mais magnifique qu'ils soient avec. Ils avaient le coin de chill du carré VIP. Mais Antoine, il pense out of the box. Il va aller faire genre, OK, on va sponsoriser un event parce que les gens vont s'asseoir sur ces sofas. Il va penser à ça. Très curieux et très partant de le recevoir ici d'ailleurs. Je vais lui dire que tu veux le recevoir, c'est parfait. On lui enverra la capsule. Puis comment ça a été fait, c'est que le 1er juin, on a eu le mandat. Fait que ça veut dire que c'est building du Shopify, building du Klaviyo, building des creatives, building de la structure des campagnes, des offres, etc. Puis le 1er juillet, on lance. Le premier mois, on a fait 60, 50, faudrait que je retrouve avec mon sel, 60 000, 50 000. Deuxième mois, 70, 80. Fait que là, overall, en ce moment, on est à environ 350 000 depuis le lancement du 1er juillet. Le problème dans cette industrie-là, c'est que c'est justement un peu comme dans le vintage, c'est du out of stock. Quand t'en as, tu peux pas prendre un produit et faire « Oh my God, on le scale! Ouais. On scale ce produit-là à fond. » Parce que quand t'en as plus, t'en as plus. Fait que c'est juste une question de « OK, ben faut avoir du nouveau stock. » Puis dans cette game-là, l'inventaire se liquide très vite puis c'est dur à retrouver de l'aussi bon inventaire à aussi bon prix. Donc, tu te ramasses avec des produits beaucoup plus haut de gamme. Et ton inventaire est un fixe cost aussi? Tu payes ton... Ça dépend, parce qu'il y a, l'inventaire qu'il a acheté de son côté à lui, puis il y a aussi l'inventaire qui est consigned avec les autres commerçants qui disent « Hey, moi, j'ai de l'inventaire qui se vend pas. Mets-le sur ton site, puis je le ship de chez nous. » Okay. Fait que ça, c'est 2 côtés de la marque qui roule. Là. OK. Et ouais, il y avait tout. Moi, je pense que je viens, si je me souviens bien, du SEO. Tu vois, le SEO, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. C'est pas quelque chose qu'on fait genre, on n'offre pas ce service-là comme étant genre, on vend du SEO. On le fait avec nos systèmes de AI, mais c'est pas quelque chose qu'on dit qu'on est les top dedans. Okay. Vous êtes pas, tu fais pas du SEO sur les LLM, sur les ChatGPT? On a fait des ventes sur liquidation de luxe, justement. Ça, c'est fort. Hein? Mais le SEO de LLM, ça prend un peu la même chose que du SEO normal. Il faut juste que tu aies beaucoup de référencement en ligne pour que ChatGPT puisse te retrouver lui-même. Ouais.
À ce moment-là, Liquidation de luxe, ce qu'il avait fait, lui, c'est qu'il a fait beaucoup d'articles de journaux au lancement. Fait que quand t'as la presse, le Journal de Montréal, puis TVA qui te poste le premier jour, impossible que tu pompes pas dans l'algorithme. Ouais, non, c'était ça. Moi, je suis venu de là, je pense. C'est quelque chose comme ça. J'ai vu récemment aussi une entreprise canadienne qui te permet de faire du cashback en payant ton loyer. Ouais. Une entreprise de Toronto. Mais tu sais, ça, c'est une autre affaire. J'ai trouvé ça très, très fort. Les compagnies de financement, on a fait beaucoup de services dans les micro-prêts. Ok. On J'ai un ami qui est là-dedans. Les prêts privés? Ouais. On avait une quinzaine de clients dans les micro-prêts. Ok. Ça, c'était l'année 2021 à 2022. C'était most of the cash flow, là, venait de e-com et de micro-prêts. Vous travaillez plus avec eux? Non. Micro-prêt pour entreprise ou pour personne? Personne. Ok. C'est shark un peu. Hein. Ok, ouais. Mais Ça, c'est une industrie... très, très tabou. OK. Mais, I mean, somebody's gotta do it. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il fasse le ads anyway. Puis, ces gens-là vont devoir prendre d'une façon ou d'une autre de quelque part. Puis, ils se font pas approuver à la banque. Fait que ça va exister no matter what. Ouais, pour mettre un peu de contexte pour ceux qui savent pas, parce qu'il y a pas mal de Français qui regardent ça, c'est en gros, tu es sous dette, tu dois de l'argent, globalement, c'est à 80% ça, et la banque ne va pas te donner de prêt, tu as besoin de cash live, et tu as des prêteurs privés qui vont te donner du cash à quoi? C'est quoi les taux d'intérêt? 30%? Avant, c'était 50. 50%? Ouais, c'est ça l'affaire. Ah ouais, Pourquoi okay. ça n'existe plus? Il y a la loi 72 qui est passée. La même loi qui a fait que les pourboires au Québec s'est rendu sur le avant-taxe. Ouais. La même loi qui fait que les gens qui faisaient du HVAC en porte-à-porte peuvent plus faire du HVAC en porte-à-porte. Cette loi-là a aussi fait que les micro-prêts peuvent plus fonctionner comme les micro-prêts fonctionnaient. Okay. Fait que là, je me ramasse avec 12 clients qui sont genre, on arrête les ads, on peut plus faire de prêts. Qu'est-ce qu'on fait? Puis mon père faisait partie de ces clients-là. Mon père faisait du micro-prêt aussi. Okay. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un nouveau format. On a pris une compagnie, on a fait une nouvelle compagnie. Puis c'est une compagnie qui faisait du financement, parce que je leur ai dit, moi j'ai beaucoup de clients dans l'infoproduit. Puis ces clients-là n'arrivent pas à closer tout le monde, parce que ces gens-là n'ont pas tous le cash pour mettre le paid in full au début. Puis ça, c'est pas des bros qui ont besoin de faire un changement d'huile, puis ont besoin de faire un truc tout de suite, puis ont pas l'argent. C'est des gens qui ont une situation financière médiocre, qui veulent s'améliorer dans leur situation financière, puis qui veulent mettre du temps pour apprendre plus. Ces financements-là sont beaucoup plus sécurs que des micro-prêts normales. Là. Donc, on a commencé à faire du financement de cours. Fait que c'est rendu... on a 25 coachs au Québec qu'on finance leurs cours. Les gens arrivent les voir, puis ils peuvent pas payer les 6 000 tout de suite. Ben, tu peux payer 6 000 sur 52 versements une fois par semaine. Ils proposent le financement en fonds propres. Tu peux pas te permettre 6 000 de paid in full, mais tu peux te permettre 7 000 payés sur 52 versements de une semaine, à 100 $ la semaine. Split Lilith le fait, Whoop le fait, Klarna le fait. Ils le font tous, mais ils respectent pas la loi 72. OK. Fait que tu sais, c'est le genre de choses que... Klarna, c'est illégal au Québec? C'est pas que c'est illégal au Québec, c'est juste que pour l'OPC, mettons. L'OPC, tu vas arriver, puis moi, mes contrats ont toujours été construits par rapport à des erreurs du passé. Puis la loi 21-25 au Québec te dit que tu peux canceller n'importe quel programme de mentorat, n'importe quel programme de service que tu veux, à n'importe quel moment, puis te faire rembourser au prorata de où est-ce que tu t'es rendu, no matter what. Ça, c'est la loi 21-25 du Code civil du Québec. OK. Nous, dans tous nos contrats, les clients renoncent à cette loi-là. Ça veut dire que tu veux commencer un projet de web avec moi? Signe ici, on part la machine. Oh là, ça me tente plus de le faire. I don't give a fuck. You owe me the money no matter what. Ça, c'est la loi 21-25. Puis Klarna, toutes ces plateformes-là, ils ont tellement de chargeback parce qu'ils sont pas adéquats à ce genre de loi-là. Tandis que nous, avec notre programme Alvéo de financement de coaching, ce qu'on va faire, c'est que dans les contrats, ça dit justement, écoute, tu t'engages à un minimum de temps de paiement. Si jamais il y a un problème, tu as jusqu'à 10 jours pour nous en parler. Après, en 10 jours, on peut te rembourser. Puis c'est pour ça que ça devient, hey, le coach, si on te finance, you better not fuck up. OK. Et parce que j'avais vu ces boîtes comme Klarna et tout ça, en fait, ils sont remplis de... C'est un peu une bulle, ils sont remplis de mauvaises dettes jusqu'à avoir une dette incroyable. Je crois que c'était Klarna qui avait une chute monumentale, parce qu'en fait, ça permet de faire beaucoup de cash upfront pour ceux qui l'utilisent. Après, ça grossit de la mauvaise dette, et après, c'est à qui se donne la patate chaude. Ils n'arrivent pas à se revendre, etc., jusqu'à qu'il y en ait un qui fasse banqueroute. Il va y avoir un boom à m'amener avec ça, c'est certain. Là. Toutes les Afterpay, les Klarna, les PayBright, là, c'est sûr ça va Split Lilith, c'est sur Whoop, ils prennent 15%. Klarna, sur Hotmart, ils prennent, je sais plus, j'ai pas envie de dire de conneries, mais sur DHL, je crois que c'est 10%, c'est quelque chose comme ça. Par contre, t'as le cash up front. Ouais, c'est ça, c'est que moi, avec mon CFO, quand on analyse ça, on fait OK, bah, ouais, il me dit, ouais, 10% c'est cher. Je fais, ouais, mais tu gagnes combien de conversions si tu proposes un truc en 10 fois versus tu peux pas, ou tu fais un paiement en abonnement sur Stripe en 3 fois, au bout du deuxième paiement, le mec il arrête de payer, tu peux rien faire.
On average, les gens vont un increase de 30% avec Alveo. Fait que ça veut dire que 30% de plus de leads vont convert à cause qu'ils ont le financement. Ouais, donc si tu te permets de payer 10% de plus en frais, c'est OK. C'est sûr, mais après, nous, on donne le cash exact. C'est le gars qui se fait financer qui paye les frais. Le formateur, il reçoit exactement ce qu'il est censé recevoir. Okay. Et ça, c'est en plus dans un monde où il y a les cartes de crédit au Québec. Imagine ça en France. C'est sûr que là, en pas plus, de carte de crédit. nous, on fait pas de credit check. OK. On fait pas de credit check. On fait juste une vérification de banque. Fait que, on check est-ce que le gars a assez de cash qui rentre par mois. Tu te branches, t'as un SaaS qui se branche et qui analyse vite fait exact. T'arrives sur l'application pour avoir le formulaire de financement, puis il va avoir un pop-up de Instant Bank Verification. C'est sur Plaid ou Flinks, sûrement déjà vu ça quelque part. Ouais. Tu rentres ton numéro Flinks, de... oui. Exact, mais Flinks, c'est un API parce que ça va faire tout un download de tes derniers comptes de banque. Ça va te dire voici combien qui rentre, voici combien qui sort, puis voici sur quoi qui spend. Fait que si tu vas sur des affaires comme des dépenses un peu connes, on va le voir, on va savoir que tu dépenses plus que tu n'es pas censé. Fait qu'on va dire, ben non, ça marche pas. Sauf que si on voit que tu as un mauvais crédit, tu as assez de cash qui rentre, tu juste pas une bonne situation en ce moment, on peut peut-être t'aider. Okay. C'est exactement ça qui fait mon pote, mais pour du business. Et il roule tout à l'AI. Il m'a montré son ad account, c'est que de l'AI, que du nano banana, que des ads comme ça. Et il les roule et il a une équipe de sales, c'est boum, boum, boum. Il close. Il est rendu à 60-70 000 par mois à peu près là, de chiffre d'affaires. Et il a une équipe de 10 personnes là, qui font ça. Et ça roule bien, ça roule très très bien. On a fait un petit peu de financement business, mais pas tant que ça. Pas autant que le financement B2C. Là. Parlons de ton process de création d'ads AI. Pour les créations d'ads AI... Je veux tout savoir. All right. Live, là, de notre côté... Maintenant, parce que ça évolue tellement vite. OK. On utilise beaucoup l'application Key. K-I-E.ai. Ça, c'est une librairie de tous les API en temps réel qui sortent au jour le jour, que tu peux connecter directement sur ton N8N. Fait que là, mettons, on va avoir, dans notre actualité maintenant, on va front-end un outil qui va être un générateur de UGC. Fait qu'on va avoir qu'est-ce que tu veux comme format, qu'est-ce que tu veux comme prompt de personnage, qu'est-ce que tu veux comme... On met notre propre formulaire qu'on veut. Quand on a fait le formulaire qu'on veut, on a un bouton pour générer le UGC. Puis on va envoyer cette data-là avec un webhook à notre N8N. Puis le N8N, lui, après ça, va prendre toutes les informations. Puis il va les reprompter selon les trucs qu'on lui a donnés avec les bons paramètres qu'il devrait avoir pour Nano Banana, pour Vio, pour Sora. Peu importe c'est quoi qu'on a choisi comme modèle. Puis à ce moment-là, quand ça va se faire prompter, ça va envoyer l'appel directement à l'API. On n'a pas besoin d'aller sur la plateforme de Sora ou quoi que ce soit pour le faire, ça se fait tout seul. Puis quand ça s'est fait, on reçoit le output, puis on va avoir des monteurs qui vont venir charger les textes, ajouter des affaires par-dessus, etc. Ça, c'est surtout comment on fait nos propres trucs en ce moment. On n'utilise pas des plateformes comme Arcades ou des plateformes de même parce que, oui, il y a beaucoup de features, mais quand tu veux faire exactement ce que toi tu veux, mieux vaut prendre des API, des modèles toi-même, puis juste les mettre à ta propre sauce. Là. OK. Puis pour les creatives, après ça, ben, on utilise beaucoup Foreplay. Foreplay, mettons qu'on a un nouveau client, une nouvelle campagne, quoi que ce soit, on va faire un board, puis on va checker le maximum de ce qui se passe sur le Foreplay. Puis qu'est-ce qui est le plus semblable à ce qu'on veut avoir. On crée un board, tu vas avoir Mathieu, tu vas avoir Anthony, les creative designers qui vont s'occuper de ça. Tu fais le brief sur Foreplay avec la features de Foreplay ou pas? Non, pas avec la feature de Foreplay. J'essaie de trouver quelqu'un qui l'utilise, mais je crois qu'il y a personne qui l'utilise. Je pourrais te mettre un screenshot. On a dans notre plateforme interne qu'on a faite, chacun des ad accounts une ligne avec toutes les datas, tout ça. Puis à la droite, des actions. Tu peux activer un nouveau log, tu peux faire une nouvelle vérification. Puis tu peux request des creatives pour ce ad account-là. Fait que si t'es le wizard qui est assigné à ce ad account-là, qui s'occupe des automations, tout ça, puis tu as besoin d'avoir des creatives spécifiques pour ce compte-là, tu cliques Request Creatives, puis un des gars du back-end va recevoir la demande, puis lui va aller faire son prompting, va aller faire ses demandes, puis va t'envoyer une batch de creatives par rapport à ta demande. Putain, c'est propre, ok. Donc en fait, tu as des account managers et tu as le back-end. C'est les wizards qui veulent pas se montrer aux clients, qui travaillent un peu dans la cave. Il n'y a pas de middleman. Les wizards sont sur les calls clients directs. Ok. Il y a le weekly call avec le client, le wizard va être là. Mais le gars qui délivre les ads en back-end, lui, il voit pas le client, il reçoit les requests. Oui, il voit le client. Ok. Tout le monde voit le client. Les clients, ils connaissent toute la team. Okay. Dans nos testimonials, on demande à la fin, shout-out, qui de la team t'a plus aidé dans le monde? Fait que, hey, shout-out Elliot, shout-out Sam, shout-out Fred. Tu vas avoir le monde qui vont se faire shout-out dans l'équipe. Là. Ok, trop bien. Donc ce process-là, tu sors, t'as quoi comme capacité de volume en créa? Tu vois là, Mathieu peut sortir 4 à 6 batchs finis de visuels statiques par jour. Puis Anto, il peut sortir environ là, 6 à 8 vidéos finales par jour. Puis ça, on parle de edit, c'est édité, là. C'est pas juste... D'une minute en anglais?
Anglais, français, 30 secondes, 15 secondes, 20 minutes. Puis tu sais, on va surtout avoir... Tu sais, là, on a Devin qui commence à participer beaucoup sur nos projets, que lui... Parce que c'est ça l'affaire. Dans le AI, tout le monde pensait que les premières personnes qui allaient perdre leur job, c'est les copywriters. C'est les derniers. Exact. Parce que tu te rends compte de ça quand tu vois... C'est terrible, ça. Je discute tellement souvent. Tu te rends compte que les copywriters, c'est les meilleurs avec le AI. Parce que c'est eux qui promptent le mieux. Fait que là, justement, on parle avec Devin, un nouveau membre de nos projets de creatives, qui, lui, est très, très spécifique sur la façon qu'il prompt ses creatives. Fait que tu vas avoir 2 creatives du même brief, complètement différents. Un pas mal plus sharp, parce que lui, il a fait tel AI qui s'en va sur Kling, qui va faire tel AI qui va prendre l'image, qui va... Tu peux avoir des comfy UI, super gros workflow. Tu sais, moi, j'écoute beaucoup Sirio. Je sais pas si vous savez c'est qui Sirio? Ça me parle, ouais. Ouais, c'est un Montréalais. Lui, il est anglophone, mais tu pourrais l'inviter aussi, je pense. Il serait down. Cool. Puis Sirio, c'est, à mon avis, le plus grand créateur de AI for content. Pas pour les automations, pas pour les trucs de même. C'est sérieux, j'ai montré le vibe coding. Il savait même pas c'était quoi. Mais lui est 100% calé sur ce qui est de comment faire du contenu avec le AI. Il a créé Enhancer, qui est maintenant à genre 300 000 de MRR, 100% vibe coded par lui-même. OK. Magnifique. Et il sert à quoi ce tool? Enhancer, c'est un outil qui est fait pour que tu puisses... C'était fait pour ça au début. Les photos de AI étaient jamais réalistes. Ouais. C'était pas assez réaliste. Lui a créé l'outil pour que tu mettes ta photo AI dedans, puis ça devient... Tu peux pas voir si c'est vrai ou non. J'aimerais que tu nous parles et que tu fasses ta pub pour Work en ligne. Explique-nous quelle est ta vision à travers ça, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que ça va être dans 6 mois. Je pense que beaucoup de gens connaissent Brez Scales, ouais. Le jeune de Miami. Là. Quelque chose que j'admire de lui, c'est que lui peut passer une journée complète sur Discord. Il est sur un stage Discord. Ouais. Il va avoir 500 personnes dans son audience. Puis il est assis... Next. Puis il y a un gars qui arrive sur ad account. OK, moi j'ai ça qui se passe. Puis il va dire devant tout le monde, OK, toi tu vas changer tel ad set, je vais doubler le budget ici, ferme celui-là en bas, crée une nouvelle campagne avec telle audience dedans, enlève ce creative là, fais ce creative là à la place. All right, you're good. Next. Mais il fait ça à longueur de journée. Si ça serait ma vision, ça serait de faire ça. Work en ligne, c'est un Discord où est-ce que beaucoup de membres de mon équipe sont différents, sont tous des digital wizards, mais sont tous calés dans un truc particulier. Puis t'aurais comme un peu un vibe Poudlard, où est-ce que le lundi, le matin, c'est du vibe coding avec Joachim. Le mardi, le matin, c'est du Google Ads avec Charlot. Bon, okay. Le mercredi, le matin, c'est du Creative Design avec Mathieu. Le jeudi, le matin, c'est du N8N avec Hugo. Fait que tu te connectes sur le Discord quand tu veux pour écouter qui tu veux de l'équipe. Puis le gars, il travaille sur un mandat en live stream. Puis tu peux rentrer puis poser des questions pendant qu'il travaille dessus. Bon, là, je mets le trigger ici à gauche. Pourquoi je fais ça? C'est à cause que mon HTTP request arrive juste en dessous ici pour aller get le data, qu'on va l'envoyer dans le trigger ici. Mais il travaille en même temps, puis tu as 500 personnes qui pognent des notes. Okay. Ça, c'est ma vision de work en ligne. Ok, trop bien. En anglais ou en français? En français. Le but, c'est d'aller chercher tous les gamers tu sais, les gamers qui faisaient des serveurs, les gamers qui modaient leur jeu, les gamers qui trouvaient des façons de pouvoir craquer leur jeu. Okay. Pas les joueurs qui faisaient juste jouer 24 heures par jour puis s'en coller ici. Il faut que je parle de ça. Mon partenaire, il a recommencé à publier sur Twitter. Il est carrément, il fait le gaming version business. Tu sais, il fait tout le temps des références à LoL et tout. Exact. Moi, je parle beaucoup de RuneScape. Okay. RuneScape. Faut que je te connecte avec lui. Vous savez, il y a le mastery, un peu les skills en bas à droite avec genre t'as ça sur 99, t'as ça sur 99. Ouais. Un digital wizard, c'est exactement comme un joueur RuneScape. Okay. T'as combien sur 99 en vibe coding, combien sur 99 en design, combien sur 99 en automation. Puis tu dois monter tes skills à travers tout ça. Parce que, oui, les media buying, c'est important, mais dans 1 an ou 2, ça va être le moins important. Ouais. Garanti. Puis c'est pour ça que je pense que de développer un arbre de skills, un peu comme dans Skyrim aussi, tu sais, tous les arbres de skills différents que tu peux développer, c'est ça que je pense qui est important. Puis pour le côté jeu vidéo, il y a le level, le XP. Ouais. Tu continues, tu gathers de l'XP. Puis au niveau du payout, ben, c'est jamais limité. C'est par rapport à output que tu sors, pas au nombre d'heures que tu mets. C'est genre, oh mon Dieu, en 2 heures, j'ai fait une automation fucking plus sick que la dernière, puis elle vaut 2 fois plus. Mais c'est pas ton temps qui vient de changer, c'est ton output de travail qui vient de valoir encore plus cher. Ouais, trop bien. Trop bien. Et tu vois, tu optimises ton input avec le work en ligne pour avoir du output à forte valeur ajoutée, ou en fait, tu te fais plus payer à l'heure nos résultats. Ben exact, work en ligne, c'est comme je dis, je cherche à faire un peu d'acquisition de talent avec ça. Les derniers talents que j'ai eus, qui sont venus me voir pour apprendre à faire ça pour eux-mêmes, sont tous devenus dans TPS. Puis les autres, qui sont des gens qui étaient mes anciens clients, qui me disaient, yo, tu sais, mettons Curated by Muse, on a fait 2 mois avec eux de campagne publicitaire, puis on a défoncé leurs chiffres. On était à RevShare. Ils n'avaient jamais vu ça, un deal à RevShare. Puis à leurs yeux, c'était beaucoup trop donner 30 000 $ en 2 mois pour une campagne marketing.
Fait qu'on leur a dit, ben écoutez, ce qu'on peut faire, c'est on peut prendre le plus tech de votre gang, on va le prendre pendant 12 semaines, on va le transformer en Digital Wizard. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis maintenant, ben à chaque semaine, on est sur un call, il y a une nouvelle drop, et on les aide à lancer leur campagne. Puis oui, c'est payé en package de temps, mettons, mais c'est beaucoup plus facile à pouvoir apporter de la valeur quand tu montres à quelqu'un comment le faire, puis qu'il lui est genre, oh my God, au lieu de dire, oh, j'ai pas envie de les payer parce que ils me chargent trop cher, même s'ils me font beaucoup d'argent, je préfère le faire moi-même. Mais tant qu'à faire, on va faire ça ensemble. OK. C'est beaucoup plus... Super intéressant. Ouais. Super intéressant. Il y a un point que je voulais discuter, là, que j'ai eu dans ma tête. Il y a 2 jours, j'ai fait mon premier stage devant 60 personnes à peu près. Shout out, c'est hot, ça. Je me rappelle de toi, tu l'avais fait au Closers devant 600 personnes. C'était ton premier? Non, 450. 450. C'était ton premier? Première fois sur stage, puis... T'étais bon, je me rappelle. Ouais, c'était bon. Il y avait un style, il y avait un costume stylisé. Première fois, j'étais en soupe. Non, mais c'était cool. C'était quoi ton expérience là-dessus? Comment tu l'as vécu? OK. Fabrice, ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble. On travaillait ensemble sur plusieurs trucs. Puis, il a fait un peu ce projet-là. Il a sûrement dit last minute, là. Ouais, exact. Il m'appelle, on est en début mai. On est genre le 7-8 mai. On est le 8 mai. Puis il me dit, c'est qui tu voudrais voir sur stage? Voici exactement ce que j'ai répondu. Puis vous allez voir. Je dis, je veux voir Justin Lalonde sur stage. Il dit, ah ouais? OK, good, ça marche. Puis il fait... puis j'ai dit, sauf que par exemple, si tu mets Justin Lalonde sur stage, je veux que tu me mettes aussi après sur stage. Puis il a fait, ah ouais, OK, good, on fait ça. Puis le mois parti, on faisait ses campagnes pour l'événement. Moi, je voulais vraiment voir Justin Lalonde parce que, je veux dire, c'est le biggest market au Québec, not gonna lie. On va pas se le cacher. Je regarde beaucoup ses vidéos, je regarde beaucoup ce qu'il fait. Mais je voulais surtout adresser d'autres choses. Je voulais aussi montrer le côté AI beaucoup plus que le côté juste marketing. Fait que là, on prépare l'événement, on fait les campagnes, ça sell out au complet. Arrivé le jour J, moi, j'ai tout préparé mes decks, j'ai tout préparé mes slides, j'ai tout préparé mes affaires. Puis là, on s'en va dîner, on mange, je fais mes dernières corrections. Puis là, on arrive, on va voir les prochains stages, puis juste à la longue part sur stage. Puis il parle de AI, il parle de AI. Oui, c'est vrai que c'était très orienté. Là, je suis comme, oh my fucking God. Là, je passe après lui, puis j'ai l'air du copieur, là, tu sais. Je suis comme, ah, c'est tabarnak. Fait que là, straight up, je suis comme, OK, je vais sur mon truc de slides, je change 2-3 affaires d'ordre pour avoir l'air plus de sens. Puis j'étais quand même stressé. Puis là, Fabi, c'est mon tour bientôt. Je me fais introduire sur la scène. Puis Fabi me tient les oreilles. T'es ready, mon bro? C'est ton tour live? Tu vas te triper barrette, mon bro? Puis là, à ce moment-là, ça arrive, père. Puis là, je marche, puis plus personne n'existe. Là, il n'y a plus personne. Puis je laisse mon sel à ma blonde qui est en avant. Puis je la remarque même pas, je la regarde même pas. Je l'embarque sur le stage. Puis t'as tellement les flashs en face que tu vois rien. Ouais. Tu vois rien. Fait que t'es comme dans une pièce où est-ce que t'as la lumière, puis t'as du noir, tu vois pas grand-chose. Puis mon problème, c'est mon début de voix. Je parle tellement vite. Fait que j'étais comme, faut que je parle moins vite. Puis là, en plus de ça, mon cousin, qui est le shooter mon cousin qui fait la vidéo pour l'événement, il est genre... Il parle que mes pantalons tombent. Genre, moi, je suis en train de perdre mes pants sur le stage. Puis je le remarque pas, il est genre... Puis là, je finis mon truc, je sors, puis je suis comme, oh my God, c'était trop sick. Puis là, fallait genre, t'as kill it, c'était sick as fuck. Et après ça, c'est genre, OK, tu veux en refaire d'autres, là, tu veux rembarquer sur stage. Okay. Mais c'était le fun, c'était vraiment sick. Puis comme je te dis, je voulais vraiment adresser le monde du Digital Wizardry pour commencer à frapper fort. Puis j'ai pas fait des milliers d'abonnés, mais les 50, 60 de gens qui m'ont follow m'ont tous DM, m'ont tous dit comment c'était sick, comment est-ce qu'ils voulaient, je veux closer pour toi, je veux faire ci pour toi. Mais c'était tous des débutants pas mal. C'est dur d'avoir un closer qui close comme nous on vend. Là. On m'en parle pas. C'est très difficile. Ouais. Ça prend le founder. Bah moi, je t'ai connu là-bas. C'était comme ça que on s'est connu au souper. On s'est parlé parce que Fabrice a dit, Zach, faut que tu rencontres Gaëtan. Puis là, il m'a présenté, yo, what's up? Là, on s'est perdu de vue parce qu'il y a tellement de monde. Mais... Bah oui, non, mais c'est trop bien. Enfin, c'était vachement bien, cette séquence. D'ailleurs, j'avais utilisé tous les tools dont tu avais parlé, dont un qui était débile. C'est celui où tu te connectes et tu te fais appeler en live. Comment ça s'appelle? C'est un Québécois qui l'a. Tu sais, que tu te connectes et t'as un gars qui fait... qui t'appelle. Je sais pas comment ils sont avec la loi sur le comment ça s'appelle, la RGPD, ça s'appelle en France ici, je sais pas comment ça s'appelle, DGPDR. Face to face. Shout out Nick Turmic, vraiment dope le gars. Et tu vois, tu te fais appeler, c'est violent quoi. Genre le gars il t'appelle, fait salut, t'as besoin du truc.
Ah ouais, ça marche pas mal, ouais. C'est J'avais fait vraiment un call avec sick. lui. Et après, je m'étais dit, je vais le mettre sur mes trucs, mais putain, en France, tu fais ça, je trouve ça trop intrusif, quoi. Le marché français a l'air d'être très différent. Faut le mettre à un endroit où la personne, elle est en mode, ok, je veux plus d'infos, je veux plus d'infos, je veux plus d'infos, boum, tu te fais appeler. Mais si tu le mets sur une LP ou sur une prise de rendez-vous, le gars, il y en a plein, il raccroche en fait. Ben, c'est un réflexe. Là. Tu te demandes c'est quoi le pop-up. La plupart des gens vont fermer le pop-up, peu importe c'est quoi. Ah là, ça tape. Mais en fait, ce qui m'a choqué, c'est que le gars, il répond. Moi, je savais parce que je voulais me renseigner sur le SaaS. Et du coup, j'ai joué le jeu à fond. Mais en fait, le gars, en 2 secondes, il rentre sur ton ordi, bam, tu le vois, il te voit, et ça discute. C'est hyper intrusif. Tu vois. Mais Fait que tu pourrais avoir quelqu'un qui va juste prendre l'application face-to-face, puis la mettre sur ton site, puis juste la laisser comme elle est. Ou tu peux avoir un digital wizard qui va prendre l'application, puis qui va faire qu'elle va uniquement apparaître à un certain stage de ton funnel, ou quand tu as scrollé environ tant de temps ou tant. Puis la façon qu'il va apparaître, le texte, c'est Hey Zach, parce qu'on a vu que tu as opt-in ton Zach ici, on prend le data sur le premier step, on l'envoie au deuxième step. Comme ça, le pop-up va savoir qu'il parle à Zach ici. Ça, c'est le genre de choses que tu peux arriver puis optimiser sur ton face-to-face. Ouais, 100%. Ok. On va clôturer sur plusieurs questions d'avenir. Dans 5 ans, Zach, il fait quoi? Dans 5 ans, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous êtes au courant de AI 2027? Non. C'est le papier le plus réputé comme étant ce qui s'en vient avec le AI. Ok. Selon eux, c'est 5 personnes très réputées dans le AI qui ont écrit ça. En octobre 2027, on verrait l'arrivée du Superhuman Remote Worker. Ok. Ça, c'est un modèle de AI qui arriverait puis qui défoncerait la majorité de ce qu'on connaît comme remote work en ce moment. Toutes les tâches remote. Parce qu'on sait tous que le plus late dans l'AI, c'est la robotique. 6 ans 3. Dis quoi? 6 ans 3 de tâches. Ouais, exact. Toutes les tâches de Google Sheet, toutes les tâches d'input de data, tous ces genres de tâches-là vont tous se faire remplacer à garantie en octobre 2027. La question, c'est qui va mettre ces solutions-là qui remplacent tout le monde? Les Digital Wizards. Dans 5 ans, je pense que il va avoir une petite clique de genre Navy Seals du monde de la tech. Un peu comme chez CGI. Vous connaissez le CGI? Ouais. Une des plus grosses boîtes internationales de tech. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont placer des techniciens chez du monde. Ils vont les louer pendant des mois pour de contrat. Ben moi, je pense que le futur va être un peu ça. Appeler, oh mon Dieu, je veux un Digital Wizard, un peu comme un plombier. Ouais. Puis ça va être pour des problèmes de AI. Le AI est en train de take over ma business en ce moment. Il y a quelque chose il y a un bug. Là, t'as un Digital Wizard qui vient régler le bug. Je pense que ça va être ça dans 5 ans. Ça va être beaucoup plus populaire. Tu sais, comme un peu SMMA a été popularisé par Ty Lopez. Je pense qu'on peut trademark puis tout ça, le Digital Wizard pas mal plus haut. Ça me fait penser beaucoup au système qui est en train d'être kill maintenant à cause de l'AI. Là où j'ai travaillé 1 an dedans, c'est le système du consulting. Tu sais, les consulting dans les grosses boîtes, PwC, Deloitte et tout ça, qui en fait te placent des mecs pour réfléchir sur des sujets très techniques ou financiers ou peu importe, de restructuration, ces choses-là, mais qui sont en train de se faire kill par l'AI, mais d'une manière hyper violente. Et en fait, ces boîtes de consulting-là, c'est tu places des cerveaux dans des boîtes pour réfléchir à des sujets, mais en fait, ces sujets commencent à être tous kill, tu vois. Et avoir un truc AI 100% Digital Wizard comme ça ferait complètement du sens. Dès que tu as ce truc-là, ouais, peut-être en 2027, où tout le monde va commencer à vraiment frémir. Parce que pour l'instant, pas grand-chose qui se passe, tu vois. Il y a de l'optimisation qui est faite dans les entreprises, mais il n'y a pas vraiment de remplacement en tant que tel. Peut-être dans quelques tâches très administratives ou des choses comme ça. Mais ce truc-là, on va le switcher donc, en 2027. Toi, tu dis qu'en 2027, le début de ce truc-là commence. Octobre 2027, je suis pas mal certain qu'on va avoir des changements drastiques sur le côté carrière qu'on a en ce moment. Là, ouais. Le gros problème aussi avec ça, c'est la cybersécurité. Oui. Parce que le AI, en ce moment, il a l'air tout gentil, etc. Mais tu vas écouter des podcasts, des labs de AI qui vont raconter que le AI fait du blackmail. Puis le AI essaie de s'enfuir de la boîte. Le AI essaie d'accéder à des fichiers qu'il n'est pas censé accéder. Le AI, il essaie de faire des choses. Tu sais, il faut penser à ça un peu comme des fourmis. Puis, savez-vous, c'est quoi la dernière masse extinction qu'il y a eu? Il y a eu 6, il y en a eu 7. La dernière était entre 2000 à 2010. C'était les insectes. La moitié de la Terre est devenue des terres agricoles. Fait qu'on a éradiqué la moitié des insectes de la Terre. Okay. Mais les insectes, ils se rendent pas compte que le pesticide passe au-dessus d'eux pour l'argent. C'est pas une notion que l'insecte peut comprendre, parce qu'on est beaucoup plus intelligent que l'insecte. Il y a un moment où l'AI va être devenu beaucoup plus intelligent que nous. On va avoir un besoin qu'on comprend pas, qu'on connaît pas. Puis on va être quelque chose qui va se... À un moment donné, une chose que vous pouvez aller voir, c'est le AI se développe le plus dans 6 différents domaines, puis un d'entre eux, c'est les bioweapons.
les armes biologiques. Pourquoi est-ce que l'AI a besoin de se développer dans les bioweapons si c'est pas pour l'utiliser contre nous? Comment ça, il se développe? Tu peux... Ben, tu sais, si tu vas sur le AI 2027, tu vas pouvoir voir trois jauges. On pourrait le mettre en screen share si tu veux. Ouais, carrément, 100%. Trois jauges que plus tu scrolls vers le bas, plus la date avance dans le timeline, puis plus tu vois les jauges augmenter. Puis il y en a un, c'est le hacking, il y en a un, c'est le coding, il y en a un, c'est la robotique, il y en a un, c'est le bioweapons. Puis à ce moment-là, comme je te dis, c'est que le hacking, ça va très, très vite. Le coding, ça va encore plus vite. On voit des affaires comme les Lovable, les Bolt qui s'en viennent de plus en plus rapides, beaucoup plus performants. Fait que les codeurs sont les premiers à perdre leur job parce qu'il va plus avoir besoin d'autant de volume de codeurs. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui sait très bien maîtriser le cursor puis vient de tuer 3 autres personnes. Ok, super intéressant. On va se renseigner là-dessus. Merci beaucoup, Zach. C'est tout? On se laisse là-dessus? Bah ouais, je pense que c'est bon. Ça fait le tour? Merci énormément pour l'invitation, j'apprécie beaucoup. C'était technique, du coup. C'était technique, c'était plus technique. Merci à toi.